Aujourd'hui, on est avec Fleur. Bienvenue Fleur. Merci. Trop content de t'avoir parmi nous. On va parler éducation, on va parler roleplay. Et t'as un sacré parcours. Et puis on a aussi Florian qui est revenu. Bonjour. Florian, du coup, tu me disais que c'est difficile aujourd'hui dans la rue parce qu'on te reconnaît avec les... Ah oui, les la Reels notoriété, McDo. c'est... tu verras, hein, c'est compliqué. Ok. Non, parce qu'il y avait une anecdote incroyable. Je me prépare. Et son reel, ça fait 120 000 vues, quelque chose comme ça. Ouais, Ouais, il a explosé de partout, Effectivement. Voilà, hein, tout à fait, la notoriété, la célébrité. Tu dois porter un chapeau maintenant. Voilà, lunettes, chapeau, moustache. Une moustache sur la moustache. Ah Ouais, c'est bien, d'accord. mais ça marche Ok. bien, moi. Moustache Bien sur sûr, la bien sûr. moustache. Ouais. Très bien. Ok. Donc oui, je reviens, effectivement, pour plus de fame. Tout à fait. Il Faut entretenir. C'est ça, il faut entretenir sortir le sur ce qui bordel. fonctionne, quoi. Donc ouais, il n'y a pas Axel aujourd'hui parce qu'il est malade. Donc on lui fait des bisous. Il le verra d'ici quelques semaines, mais on te fait des bisous. Voilà. Alors Fleur, déjà bienvenue sur le podcast Questmaker. On a trop envie de te recevoir parce que tu as un parcours particulier. Tu as monté une école alternative, c'est ça le terme? C'est ça le terme, ouais. Ok. Donc, et en fait, dedans, tu utilises pas mal le roleplay. Ouais. Et donc, l'idée, c'est qu'on parle un petit peu de tout ça. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse une bonne grosse parenthèse, peut-être un peu hors sujet roleplay, pour qu'on parle aussi de cette histoire, de comment on monte une école, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Parce que je pense que ça peut être hyper intéressant pour les gens qui nous regardent. Et puis après, on reviendra sur comment tu utilises le roleplay un petit peu dans tout ça, quoi. Parce qu'en plus, c'est une école assez particulière, parce que ça a une tranche d'âge très élevée au niveau de tes élèves. Donc, voilà, on va parler un peu de tout ça. Allez, on parle un peu de tout ça. Je Parfait. vais essayer de pas être trop stressé et de répondre à tout ça. Mais non, tout se passe bien, t'inquiète pas. Raconte-nous un petit peu. Donc, l'école s'appelle Horizon. Ouais. Tu l'as lancé donc tu avais le projet en 2016 et tu l'as lancé en 2017. Ouais. J'ai bien révisé, mais on en a parlé juste avant le tournage. J'ai réussi à retenir. Donc, donc voilà, c'est une école assez particulière qui est une école alternative. C'est une pédagogie que tu as affinée, créée, on peut dire ça. Oui, en effet. Créé puis affiné avec la participation de plein de gens de 3 à 50 ans, je pense, à peu près. Ok. Puisque du coup, on l'a affiné en fonction des retours, que ce soit des élèves, des familles ou des personnes qui étaient bénévoles ou qui venaient intervenir, etc. avec nous, pour Ok. trouver la bonne formule, qui évolue du coup chaque année, puisque la bonne formule évolue chaque année. Malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. C'est ça, les deux facettes. C'est ça, il y a deux facettes. Donc oui, c'est d'être toujours en mouvement. La base de la création de cette école, c'était vraiment d'accueillir les jeunes qui se retrouvaient sur le bord de la route, que ce soit par phobie scolaire, décrochage, difficultés personnelles passagères mais qui font qu'ils lâchent, ou des handicaps invisibles, ou le fait de ne pas trouver sa place. Il y a vraiment plein de solutions, mais c'était vraiment d'aller vers ce public qui est une sorte de ventre mou pour lequel on n'a pas forcément de solution et qui du coup se retrouve des fois en attente pendant des années d'une bonne solution, dans le mal-être, etc. Du coup, dans l'éducation nationale, moi je me retrouvais confrontée à ce petit nombre d'élèves que je n'arrivais pas à driver, et mes collègues c'était pareil. Et j'avais pas de solution parce que les solutions qui existent, soit elles n'étaient pas forcément adaptées pour ces élèves-là, soit il n'y avait plus de place. Voilà, c'est vraiment complexe, sachant que si on veut suivre chaque élève qui aurait des problématiques personnelles, faut avoir le temps d'échanger, de connaître les problématiques, donc de créer un gros lien de confiance, etc. Et on n'a pas forcément tout ce temps-là au sein de l'éducation nationale. Donc oui, l'école a été créée au début sur un modèle démocratique, puisque c'était celui qui me semblait le plus approprié aux élèves que je récupérais, dans l'idée où l'une des premières choses était de leur faire reprendre confiance en eux, l'estime de soi et la confiance à l'adulte. Donc le fait d'avoir un modèle démocratique où on réfléchissait tous ensemble aux règles et où un enfant et un adulte avaient une voix, ce qui fait que les règles, mathématiquement, si tu as 50 élèves et 4 adultes, c'est pas les adultes qui les réfléchissent, enfin qui les décident en tout cas, on essaye d'expliquer l'intérêt, etc. Il y a de la politique mais voilà. à faire, quoi. Voilà, non mais carrément, il y a de la campagne, politique à ouais. faire, donc c'est aussi de faire comprendre aux jeunes, de leur montrer que même s'ils ont moins de 18 ans, on est responsable d'eux, on a le devoir, nous, de respecter la loi et de leur apprendre à respecter la loi, de leur expliquer l'intérêt de la loi, et on peut pas, par exemple, on peut pas à aucun moment laisser passer le fait qu'on a le droit de taper l'autre. On peut pas le laisser passer. Mais il va falloir leur expliquer le pourquoi. Donc il y a certaines règles veto qui étaient posées dès le début,
la loi. Et après, il y a plein d'autres petites règles qui se sont créées, mais on peut aller du balancement sur les chaises qui est interdit à l'école Horizon par les élèves. On peut aller jusqu'à certaines salles, on n'a que le droit de chuchoter. Si on veut crier dans tel endroit, il faut enfermer la porte. Enfin, vraiment, après, c'est vraiment toutes les petites règles qui sont arrivées et qui ont été posées en fonction des problématiques qu'ils rencontraient pour vivre ensemble, en fait. Ouais, du coup, c'est des règles de bonne conduite en fait qu'ils ont intégrées eux-mêmes, qu'ils ont proposées eux-mêmes, quoi. C'est ce qu'on appelle la charte de bon vivre à l'école. Mais du coup, dans cette charte de bon vivre, il va y avoir les insultes, les violences, etc. Mais il va y avoir des choses aussi... en fait, tout le monde fait le ménage, donc on est une école sans chaussures. Donc il y a un avertissement pour si on n'enlève pas ses chaussures, qui a été mis par les élèves, parce que c'est bien gentil, mais moi je passe l'aspirateur dans telle salle. Donc en fait, si tu viens avec les chaussures, ça me rajoute du boulot. Donc il y a eu toute cette réflexion qui va même sur des petites règles. Et une autre des spécificités qu'on a, nous, à l'école Horizon, et qui est la plupart du temps dans les écoles démocratiques, c'est que les adultes sont soumis aux mêmes règles et donc ont les mêmes sanctions. C'est-à-dire qu'une des règles que les adultes font franchir de temps à autre, particulièrement, ça va être le fait de ne pas sortir de gros mots. Parce que quand on se cogne le petit orteil dans une table, on est tous pareils, hein, enfants, adultes, etc. Souvent, il y a un gros mot qui sort. Et du coup, dans ces cas-là, l'adulte a la même sanction qu'un élève. Ok. Donc en fait, tout le monde est vraiment au même niveau dans une relation de confiance où on leur montre aussi que les adultes, on n'est pas parfait. Hein. Le droit à l'erreur, il existe pour tout le monde et qu'on grandit et que... Et tout le monde partage la même responsabilité et les mêmes... Ok, c'est trop cool ça. Voilà, donc du coup, en début, on est parti vraiment sur le côté démocratique. C'est quelque chose, vous avez toujours, du coup, ce fonctionnement On a toujours le fonctionnement démocratique sur certaines parties de l'école, en partie la gestion des règles, le fait d'avoir les adultes qui sont au même niveau que les élèves sur beaucoup de points, pas sur tous, parce que par exemple, les élèves peuvent perdre l'habilitation d'une salle, donc ne plus y avoir accès pendant un certain temps, ce qui ne peut pas être le cas d'un adulte, il faut qu'on puisse y rentrer pour pouvoir veiller à leur sécurité. Donc ça, il y a certains points sur lesquels on n'est pas égaux, mais qui sont expliqués aux élèves sur la responsabilité. En fait, nous, en tant qu'adultes, on a une responsabilité légale qu'on est obligé de pouvoir gérer. Et c'est au départ, c'est toi qui amènes les idées de sujets sur la table, parce que pour prendre des décisions, il faut un démarrage, quoi. Il faut un peu l'étincelle pour ensuite dire peut-être qu'on pourrait aussi parler de ça, peut-être qu'on pourrait aussi parler de ça. Mais j'imagine qu'au départ, tu dois amener aussi une série un peu de questions, de sujets sur la table. En fait, le modèle qu'on a actuellement à l'école Horizon, il est en place que depuis 4 ans. Or, on est sur notre 8e année. Il est en place que depuis 4 ans, parce qu'en fait, la première année où on a ouvert, on avait 8 élèves. 8 élèves et 6 adultes, autant te dire que le fonctionnement n'a pas du tout... Enfin, la synergie n'est pas du tout la même qu'avec 52 élèves et 6 adultes. Et du coup, il y a vraiment eu tout un côté où on a accompagné nos élèves et l'évolution de notre école. Pendant ces 4 années, il y a eu plein de choses. Au début, il n'y avait quasiment pas de règles et de sanctions, puisque tout avait vraiment le temps d'être discuté. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trouer un mur ? Non, mais c'est tout bête. Mais pourquoi ? Et du coup, expliquer, si on trouve un mur déjà, il va falloir le réparer. L'argent qu'on met dans la réparation, on ne peut pas le mettre dans du matériel pour jouer, ou pour apprendre, ou dans une sortie, etc. Donc aller leur expliquer tout ça, et on avait vraiment énormément de temps pour faire ça. Après, de plus en plus d'élèves, donc un cadre à poser, dont ils se sont tous fait garants, et du coup toute une culture à créer aussi. Parce que maintenant l'école, elle est entre guillemets beaucoup plus facile, parce qu'on a toujours à peu près un tiers de nouveaux chaque année, mais on a 2 tiers qui connaissent le fonctionnement, et qui vont le porter aussi avec nous. Donc il y a toute cette création-là qui est vraiment longue et intéressante, mais qui nécessite, en tant qu'adulte, de jamais arriver à un moment de « je sais », mais toujours ok, comment est-ce que je me remets en question, quel enseignement je tire de la réaction d'un petit bout de 3 ans, comme de la réaction d'un quelqu'un de 17 ans, comme la réaction d'un intervenant, ou quoi que ce soit. Voilà. Ah, du coup, ça demande quand même beaucoup de flexibilité aussi pour les adultes, du coup, pour expliquer la même chose, en soi, la même règle, à 2 enfants qui ont, du coup, un écart d'âge conséquent, quoi. Du coup, entre 4 ans et, admettons, 17 ans, on n'explique pas la même règle de la même façon, quoi. Totalement. Et puis, ça demande extrêmement de capacité à se remettre en question en tant qu'adulte. Parce que il y a aussi l'intérêt, et ça s'est fait petit à petit, et du coup maintenant c'est posé, mais il y a aussi le pourquoi de cette règle. Pourquoi est-ce qu'un adulte vient proposer cette règle ? Et pourquoi est-ce qu'on doit la mettre en place, et pourquoi est-ce qu'elle est pertinente pour tout le groupe ? C'est quelque chose sur lequel
l'écart d'âge de 3 à 19 ans va permettre de faire énormément réfléchir les élèves, c'est que toute règle qui doit être apportée doit l'être pour tout le groupe. Donc on ne peut pas avoir une règle qui va être spécifique aux adolescents, on ne peut pas avoir une règle qui va être spécifique aux tout petits. On va pouvoir faire des adaptations, et ça c'est des choses qu'ils ont commencé à poser. Genre par exemple, on a des habilitations du coup, puisque certaines salles ont certaines règles en plus de la charte bon vivre. Par exemple, il y a des salles calmes où il faut chuchoter. Et ils ont décidé, il a été décidé avec les élèves et les adultes, alors celle-ci sur impulsion des adultes, suite à l'explication du fonctionnement et du développement psychologique d'un enfant et des capacités, etc., que les moins de 5 ans, en fait, les 3 à 5 ans, auraient une étiquette colorée qui permettra à tout le monde de savoir qu'ils sont petits, et du coup, eux auraient le droit à 2 avertissements avant de devoir sortir de la salle, là où les plus grands ont qu'un seul avertissement. D'accord. Donc il y a plein de fonctionnements comme ça, mais où on va d'abord travailler à donner les données à tout le monde, pour que le choix puisse être éclairé en conscience. Et une donnée qu'on donne très très peu, c'est qu'un enfant de 3 à 6 ans, un enfant de 6 à 9, 10, un adolescent, un préadolescent, un adolescent, c'est des fonctionnements totalement différents, psychiquement, physiologiquement, etc. Et des capacités différentes. Si je demande à mon chien, quand il me demande à manger, de me dire s'il te plaît, je suis... Compliqué. C'est impossible. Souvent, quoi. Donc je vais sûrement être très très frustrée. Ouais. Si je demande à un enfant de 3 ans qu'une fois que je lui ai expliqué qu'on ne peut pas sauter sur le canapé, il l'est retenu dans la permanence du temps, je vais être très très frustrée, puisqu'il n'a pas la capacité. Je lui ai dit un jour où il pleuvait et j'avais un pull vert. Et il n'y avait pas papa à la maison ce jour-là. Le lendemain, si j'ai un pull orange qui fait soleil et qu'il n'y a papa à la maison, pourquoi la règle serait la même ? Ils n'ont pas la permanence de la règle. Donc il y a tout qui rentre dans l'environnement, qui va être pris pour ce moment-là, j'ai pas le droit de sauter sur le canapé. Mais s'il y a des choses qui changent dans l'environnement, tout peut changer. Donc c'est aussi regarder à quelle est la capacité à tel âge, et du coup, qu'est-ce qu'on en fait. Ça fait partie de nos apprentissages qui ne sont pas forcément dans l'éducation nationale et dans le socle commun, mais qui vont permettre de mieux appréhender la vie ensemble. Et souvent, on se rend compte qu'on a des élèves qui estiment que les règles, elles sont posées par les adultes pour que ce soit plus facile pour les adultes. Mais eux, ils n'en comprennent pas le sens. Et du coup, nous, on va vraiment aller sur, ok, quel est le sens, quel est l'intérêt ? Par exemple, si on est dans un cours, pourquoi est-ce qu'on lève la main ? Et si on ne veut pas lever la main, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce que permet de lever la main, se respecter tous, prendre le temps de s'écouter, etc., puisse être mis en place ? Est-ce qu'on met en place un bâton de parole ? Est-ce qu'on met en place un temps ? Est-ce qu'on met... Voilà. Donc ça va vraiment être d'aller les amener le pourquoi de cette règle, et qu'est-ce qu'on met en place autour. Et s'ils veulent tester d'autres fonctionnements, on teste d'autres fonctionnements. Ouais, ça doit avoir pas mal de bénéfices. Je me rappelle de la règle stupide qu'on avait au lycée. À un moment, le proviseur change, et tout d'un coup, on n'a plus le droit de s'asseoir dans les couloirs, quoi. Et tu sais, tu comprends pas trop, quoi. Mais ça change quoi, enfin... Et pas d'explication, c'est juste, il faut de la discipline. Oui, puis peut-être qu'il y a quelque chose derrière, mais si on t'explique pas, ça peut paraître arbitraire. C'est juste le temps de prendre le temps d'en discuter, et d'en discuter avec des adultes et même avec des gens de l'école. Là, l'avantage, c'est aussi d'avoir toute cette fourchette d'âge. Et tu parlais du temps d'explication que vous preniez au début, que vous pouvez peut-être moins prendre maintenant, parce qu'il y a moins de gens, il y a plus de monde, et voilà, mais c'est aussi un temps qui peut être pris par d'autres personnes. Et c'est ça qui est très riche. Ça fait que du coup, les règles qui paraissent arbitraires, enfin qui pourraient paraître arbitraires, le paraissent du coup plus, puisqu'on en comprend les tenants et aboutissants, et que on s'assied pas dans les couloirs parce que c'est un endroit de passage, parce que plein de choses, parce que on fait le ménage là et que c'est pas toujours propre, ou que voilà. Enfin, en fait, on s'en fout. Mais si on prend ce temps d'expliquer, la règle est juste admise et acceptée, ou en tout cas plus acceptable. C'est sûr qu'une règle un peu arbitraire comme ça, posée, peut paraître pour certains, en tout cas, comme une attaque personnelle, quoi. Bah oui, ça devient violent, ça devient liberticide, ça devient ça. plein de choses, en fait. J'ai plus le droit de m'asseoir par terre alors que j'ai mal aux pieds, pourquoi alors qu'en fait, pas forcément. C'est clair. C'est clair. Non, puis il va y avoir aussi tout le fait... Pardon, je te... Non, vas-y. Il va y avoir aussi tout le fait d'accepter qu'on est confronté à un problème, on va chercher à poser une solution, et ce ne sera pas parfait. Chaque choix, chaque règle a ses avantages, a ses inconvénients, etc. Ce ne sera pas parfait, mais du coup, qu'est-ce qu'on va essayer ? Et se permettre aussi de dire, nous, on a des conseils d'école toutes les semaines. Le forum,
justement par rapport à la Grèce et par rapport au fait de pouvoir faire des choix, etc. Donc voilà, tout a un intérêt dans l'école, toujours. Enfin, on essaye. Et après, même quand je le connais pas souvent, il y en a d'autres qui savent pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça. Même la mascotte a un lore. Même la mascotte a un lore. Et du coup, il va y avoir le côté de ok, on a tel problème, on propose telle solution, parce que là, actuellement, là où on en est et des réflexions qu'on a, on propose telle solution. Mais du coup, on sait très bien que la semaine prochaine, la semaine suivante, rien n'empêche de la rediscuter. On peut même la rediscuter entre les conseils d'école. On arrive même des fois à des commissions, donc des personnes qui s'inscrivent pour aller réfléchir d'un sujet pour amener une solution, proposer une solution en commission. Et donc, il y a ce droit à l'erreur et ce droit au test qui devient une habitude, en fait. J'ai pas besoin de me bloquer dans le fait de prendre un choix, parce qu'en fait, oui, je vais faire un choix. Il aura forcément des conséquences positives, même si je les vois pas tout de suite, et des conséquences négatives. Mais du coup, je vais me permettre de faire le choix et d'en apprendre et de grandir en fonction d'eux. Trop cool. Et du coup, c'est quoi un peu le parcours justement pour créer un petit peu ce pédagogie? Est-ce que tu es allé ailleurs voir des choses, t'inspirer d'autres pays, de ce qu'ils faisaient, ou d'autres écoles de ce qu'ils faisaient? Et comment tu le fais évoluer? Parce que du coup, entre la théorie, la pratique, je pense que des fois il y a des super idées et en fait dans la pratique c'est difficile à mettre en œuvre. Oui, le grand écart théorie-pratique, oui, est assez... Est-ce que tu nous parles un petit peu de ça? Alors, ça remonte assez loin puisque moi je me retrouve en seconde avec une grosse problématique personnelle. Et je passe de 19,7 de moyenne générale en seconde à 11 de moyenne générale en première. Et c'est un peu la cata, et la réponse des adultes autour de moi, c'est passe ton bac, on verra après. Sauf que moi j'ai 16 ans, que ma problématique elle est maintenant, et qu'attendre 2 ans pour la gérer, c'est pas jouable. Donc, surtout que quand t'es plus jeune, souvent on te dit oui mais tu verras plus tard, ou ouais mais c'est qu'1 an et tout. Sauf que quand t'as 16 ans, 1 ou 2 ans, c'est une grosse partie de ta vie déjà en fait. Oui. Ouais, et puis c'est très très long, et puis il y a la perception du temps qui change en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Quand on est adulte, voilà... Une année, effectivement, ça peut vite être une année, voilà. Mais quand on est enfant, c'est énorme, en fait, en termes de temps. Donc, il y a cette première chose qui est une première expérience pour moi. Puis après, il y a le fait que je suis une slasheuse, donc j'en suis à mon 17e métier. Donc, j'ai mis un peu de temps pour me trouver ma voie. Et ma voie, en fait, je l'ai plutôt trouvée toute seule, avec des expériences perso. Et j'ai trouvé énormément plus de sens à apprendre en autodidacte parce que j'avais des points que j'avais besoin d'éclaircir et que j'avais besoin de comprendre et que j'avais envie de comprendre et qui m'étaient utiles, puisqu'on a quand même un cerveau qui est fait pour garder en mémoire ce qui nous est utile et faire le ménage de ce qui nous est pas utile. Une grosse problématique des vacances de l'été d'ailleurs, parce que l'été, le théorème de Pythagore il est pas forcément utile, hein. Donc du coup on oublie. Mais du coup il y a eu cette première chose. Après il y a eu le fait que dans mon parcours, je suis devenue AESH, donc les personnes qui aident les jeunes en difficulté dans les classes. Et là, j'ai vu un tout autre travail, un tout autre côté de l'éducation nationale qui m'a énormément plu, qui est vraiment pour ces jeunes qui sont placés dans des dispositifs particuliers, d'avoir énormément plus de liens avec eux, énormément plus de temps, et d'aller chercher vraiment à comprendre la globalité de leur vie et de leur personnalité, et pas que le fait qu'ils apprennent les maths, le français, qu'ils arrivent à rentrer, à avancer sur le socle commun de compétences, de culture et de connaissances. Et du coup, il y a vraiment ce domaine-là que j'ai découvert et qui a été une grande révélation. En plus, j'étais jeune maman, voilà, c'était un grand moment de ma vie. Et là, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais en fait, deviens prof. J'aurais dit, vous êtes bien mignons, mais j'ai le bac, hein, je suis maman et je suis enceinte. Non, j'ai pas le temps. Voilà. Ils m'ont dit, mais si, regarde, inscris-toi et puis tu verras bien. Au pire, tu y vas pour tester. Et puis, voilà, cette année, oui, en effet, tu vas accoucher, ça va être compliqué, mais peut-être que l'année prochaine, j'ai réussi. Du coup, l'année prochaine, j'étais dans l'éducation nationale. Alors, du coup, t'as passé c'est quoi, c'est le CAPES, c'est ça? Alors non, c'est le CPE, c'est le CRPE, pardon. Donc c'est le concours pour être professeur des écoles. Le CAPES, c'est pour le secondaire, et là, c'est pour le primaire. C'est la même version, mais pour le primaire. Donc c'est un niveau master, ce qui est très bien, parce que du coup je me suis retrouvée avec un master. Donc tu t'es inscrit pour ça sans avoir fait les études Sans avoir fait les études, en fait c'est la 3e voie. Donc la 3e voie est ouverte aux anciens militaires ou sportifs de haut niveau, aux parents de 3 enfants, et maintenant... 3 enfants, ok. Mais moi j'en ai que 2, hein, donc je peux pas. Et à l'époque j'en avais qu'une. Et
aux personnes qui ont 5 années d'expérience dans le travail. Ok, Point. d'accord. Ok. Et Un écart énorme entre Voilà. tout ça. Cette troisième voie, moi, me semble particulièrement intéressante parce que elle va valoriser tout ce qui va être l'autodidacte, le parcours autodidacte, le parcours de chacun, puisqu'en fait, tu te retrouves devant une épreuve niveau master. À toi de voir si tu es au niveau ou pas. Et quelque part, ça permet de valoriser le fait qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à un concours de ce niveau-là. Et donc de valoriser le fait de pouvoir être autodidacte, d'apprendre d'autres façons, etc. Et même pour les enfants, c'est hyper enrichissant d'avoir des profs qui viennent d'autres horizons. Ouais. Clairement. Bref. Mais du coup, moi j'avais fait un bac pro il y a un bon moment déjà. Et justement, on avait des professeurs qui avaient fait des parcours différents, avaient des expériences professionnelles différentes. C'était hyper enrichissant, quoi. C'était chouette d'avoir ça. Et j'étais retourné il y a 2 ans, je pense. J'ai eu la chance de former mes anciens profs sur les outils Canva, LinkedIn, ce genre de choses. C'était très drôle. Et ouais, il y avait d'autres personnes encore qui... je voyais que ça avait un peu bougé. Il y avait d'autres personnes avec des parcours vraiment très éloignés en fait, du monde du bac professionnel ou autre. Et c'était vraiment chouette. Ça apportait beaucoup d'enrichissement, quoi. Ouais. Oui, puis je pense que le fait d'avoir passé beaucoup d'autres choses, ça permet de répondre à des questions qui sont assez prégnantes chez les adolescents. Particulièrement, c'est quoi la vie en dehors du collège et du lycée Et ouais, c'est clair. si, malheureusement, le fait est qu'un professeur qui a fait, lui, école, collège, lycée, puis après fac, puis après il retourne au collège en tant que prof, il connaît un chemin de la vie, en effet, mais ce que c'est que la recherche d'emploi, ce que c'est que l'entreprise privée, ce que c'est que tout ça, il n'a pas ces réponses-là. Et du coup, ça me semble être très enrichissant et permettre de pouvoir répondre avec un vécu, ce qui n'est pas la même chose que de répondre avec la théorie à une question pratique, en fait. Vraiment. Ouais, c'est clair. Ok. Alors, avant de revenir sur la suite, sur ma question initiale sur comment tu as vécu ça, vous l'avez vécu comment un peu l'école d'une manière générale? Je sais pas, Florian par exemple. Oula, comment j'ai vécu l'école? Le podcast va durer 4h30, hein, je Allez, bien. bonne chance. Hein. La question. Moi, j'ai la chance The d'avoir question. un cerveau bien fait pour l'école. Ok. C'est-à-dire que j'avais toujours de très bonnes notes sans forcément avoir besoin de forcer nulle part. J'étais très bon à peu près partout, enfin, c'était très bien, mais j'ai pas bien vécu l'école pour autant. Typiquement, moi, j'avais pas des gens qui avaient vécu grand-chose, en tout cas jusqu'au bac, parce qu'après, forcément, dans les grandes écoles, on tombe sur des enseignants-chercheurs, sur des gens qui viennent d'ailleurs, donc là, c'est plus intéressant. Mais en tout cas, collège-lycée, vraiment, c'était des gens qui, effectivement, étaient plus ou moins... il y en a qui étaient très bons, mais c'était surtout des profs qui avaient fait prof, quoi. Donc ils attendaient des résultats. En plus, c'était une école privée où il fallait des résultats, machin. Enfin, c'était... Et moi, plus on m'en demande, moins j'en fais. Donc c'est vrai que c'était pas... J'ai pas bien apprécié, je comprenais pas pourquoi je faisais ces choses-là, et il se trouve que coup de bol, j'avais pas besoin de faire grand-chose pour avoir de bons résultats, mais je trouvais aucun sens à ce que je faisais, et quand mes potes, je voyais qui galéraient et qu'ils s'en prenaient plein la tronche des profs, moi je ne comprends pas, j'ai jamais compris l'éducation nationale. Je me posais pas la question comme ça à l'époque, mais avec le recul, je comprends vraiment pas comment on peut avoir cette vision des choses, quoi. On marche sur la tête, parce que moi, vraiment, coup de bol, j'étais là-dedans, mais en fait, tous ceux qui sont pas là-dedans, il y a aucun effort qui est fait pour eux. Non. Ou très peu, il y a des endroits, heureusement, où il y en a, ou alors des professeurs qui sont alertes, qui font ça, heureusement qu'il y a des cas à part, bien sûr. Mais souvent, les places sont limitées, quoi. C'est un encadrement pour certaines personnes qui ont un peu... Oui, ou même sans parler de programmes spécifiques. Et heureusement, j'avais des profs qui, eux, se rendaient compte qu'il y avait des élèves qui avaient du mal et ils faisaient un effort pour, ou alors... mais c'est du cas à part. Voilà, c'est pas
encadré, et effectivement, là où il y a du cadre, il y a des places qui sont limitées, parce qu'effectivement, il y a certainement des démarches administratives, de la formation, des trucs en plus qui font que dans les grands engrenages de la fonction publique, c'est pas toujours évident, évidemment. Mais du coup, ouais, moi, pour répondre à ta question, coup de bol, j'étais bien formaté pour, mais pour autant, c'est pas quelque chose que je l'ai pas mal vécu, parce que voilà, mais je n'ai jamais compris. Enfin, ouais, on nous demandait des trucs. Pourquoi est-ce qu'il faut être bon partout? Pourquoi est-ce que... est-ce que ça va avoir ça? Est-ce qu'il y a des trucs, on nous demande de les apprendre alors que personne n'est capable de nous dire à quoi ça servira? Enfin, c'est... alors qu'en plus, derrière, il se trouve que Pythagore, moi je l'ai utilisé. J'ai fait des études relativement scientifiques derrière, donc il n'y a pas de souci. Mais effectivement, sur le moment, on te file ce truc-là et tu... ça n'a pas d'application concrète, quoi. Tu le retiens, tu le retiens pas, en fait. Personne te dit pourquoi, comment. Et sauf que tu es noté dessus et tu es plus que noté, tu es jugé dessus. C'est ça qui est aussi horrible, c'est que tout le système de notation est un système de jugement. En tout cas, en tant qu'élève, tu le ressens comme ça. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est gênant. Parce qu'à la rigueur, oui, qu'il y a des notes pour valider. Et effectivement, il y a des choses à valider, peut-être, mais ça peut se faire différemment, en tout cas, j'espère. Voilà, j'ai plutôt tendance à dire que oui, il y a des choses à réfléchir, donc pourquoi pas. Voilà, ma grande expérience. Ok. Toi, Alexis, t'as été surveillant en plus, donc t'as un peu les deux facettes, quoi. Ouais, j'ai eu les deux facettes, mais déjà pour mon parcours scolaire, en fait, c'est très amusant parce qu'en fait, au collège, j'étais très bon. Et en fait, avec des bonnes notes et tout, 16-18, un truc comme ça. Et en fait, à un moment, je sais plus trop pourquoi, j'ai fait une autre activité scolaire en même temps, ce qui fait que j'avais mon niveau scolaire avait vachement baissé. Et en fait, au final, c'était exactement pareil, quoi. Genre, il m'arrivait les mêmes choses. Que je sois à 10 de moyenne ou que je sois à 15 de moyenne, c'était pareil ma vie. Ah oui. Personne m'engueulait plus, il n'y avait rien qui changeait. Donc, en fait, je me suis habitué à avoir 10-11 de moyenne jusqu'à la fin de ma scolarité. Puisque en fait il se passait rien, et donc du coup j'avais plus de temps libre pour faire d'autres choses. Et donc pourquoi je travaillerais en soi. Bon, maintenant je le regrette un peu, mais enfin non, je le regrette pas, en fait, je m'en fiche. Mais pas le boulot que tu fais, là, non, mais non, je m'en fiche, mais c'est vrai que en fait pourquoi est-ce que je travaillerais plus? Je suis très bien. Et c'est vrai que quand je suis passé surveillant, en fait, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gamins qui avaient le même réflexion que moi à ce moment-là. Et qui m'ont posé aussi ces questions, mais toi comment tu faisais et tout. Et en fait, j'étais franc avec eux, je leur disais, voilà, moi j'ai fait comme toi en fait. J'avais 15, donc je suis passé à 10 et en fait il se passait rien, donc j'ai continué comme ça. Bon, ma franchise n'a pas... Si, je pense que ça a aidé quand même pas mal de gamins. C'est dur de savoir parce qu'en fait, il y a peu de personnes qui reviennent voir leur ancien prof qui leur disent, ouais, je suis venu ça, je fais ci, je fais ça. Ouais. Je pense que peut-être c'est un peu différent. Je sais pas si c'est différent dans ton école du coup, parce que vous avez un lien quand même plus fort avec. On a des élèves, la plupart des grands, ceux qui ont vécu l'adolescence à l'école, reviennent. Ouais. Ils repassent régulièrement, ils ont du temps, ils reviennent, ils ont un stage à faire, ils pensent que ça peut se faire à l'école et que ça peut être utile pour l'école, ils le proposaient. Là, on a un jeune qui est rentré en école de journalisme et qui a 35 heures à faire une mission. Il m'a dit, mais je veux le faire sur l'école en fait, donc il revient. J'ai une ancienne élève qui m'a envoyé un message hier en me disant là j'ai du temps jeudi et vendredi, est-ce que je peux passer vous voir? On en a une autre qui était collégienne et qui est rentrée au lycée, qui pareil passe nous voir quand elle termine tôt. Enfin, on a encore du lien, on a aussi du lien avec les parents des plus jeunes, donc on arrive à savoir ce qu'ils deviennent. Après on est encore jeune pour avoir beaucoup d'anciens élèves et donc pouvoir faire un gros retour dessus. Ouais, je vois. D'ici 50 ans, ce sera plus simple. On peut se revoir dans 50 ans si tu veux. Ça marche. Mais ouais, un truc marrant, par contre, quand j'étais surveillant, il y avait aussi des places limitées pour devenir... alors, j'arrive pas à me souvenir, mais je crois que c'était AESH, comme tu disais. Mais j'ai l'impression que ça avait un autre nom. Mais bref. Pour aider les enfants qui étaient un peu en retard, qui avaient des difficultés, ou qui avaient besoin d'un script, des choses comme ça. Il y avait AVS à l'époque comme nom.
AVS peut-être, oui, c'était ça. Assistante de vie scolaire. Et mais étonnamment, en fait, il y avait des places. Et du coup, on pouvait pas non plus. Il y avait beaucoup de gamins, mais il y avait aussi beaucoup de place, enfin peu de place pour pour aider les gamins en fait. Ouais. Et ce qui était un peu triste, parce que j'avais fait la demande, je me souviens, j'avais aussi une collègue qui avait fait la demande. Et non, j'avais 2 collègues qui avaient fait la demande. Et en fait, sur 3, il y avait qu'une seule personne qui a pu avoir le poste. Ce qui en soi n'avait pas aussi d'augmentation de salaire en passant. Hein. Il n'y a rien du tout en plus. J'ai juste des places sont limitées, mais t'as rien de plus. Quoi. Ah ouais, tu fais 5 heures de plus dans tes semaines, mais par contre, t'as rien en plus quasiment. Enfin, je pense que t'étais rémunéré pour tes heures en plus, mais c'est tout quoi. T'avais rien d'intérêt, enfin, t'avais aucun intérêt à faire ça, à part le fait d'avoir envie d'aider des gamins. Donc, non, c'était ridicule, ça, je trouvais. Mais bon, c'était comme ça que Enfin, en tout cas, j'espère que ça a changé, mais j'ai des doutes. Apparemment, ça n'a pas changé. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu triste de ne pas pouvoir aider les ghosts, alors qu'en plus, on avait envie... Par bon, dans tous les cas, on les aidait quand même, parce que j'étais surveillant, j'étais à l'internat, donc on les aidait le soir, quand on avait le temps entre 2 gamins qui couraient à poil dans l'internat, quoi. Mais... Soirée normale. Soirée logique d'internat, oui. Ça, c'était drôle. Mais ouais. Non, tout est une question de budget. Puis c'est vrai que nos politiques sont énormément sur descendre le budget de la fonction publique. Ouais. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps, hier soir je crois, j'ai écouté une analyse d'un discours de Sarkozy qui expliquait que voilà, prof, 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Ouais. Donc du coup, il y a une vision du public sur les profs qui est fausse, qui est donnée par nos politiques. Et du coup... puis qui est relayé, les gens de la salle approuvent aussi. J'ai vu cette vidéo, les gens de la salle approuvent et tu sens vraiment qu'il y a une déconnexion entre... qu'est-ce qu'il en sait lui en fait? Non, puis c'est comme si on disait d'un politique que ses seules heures sont les heures devant un micro et une caméra. Mais ouais, c'est ça. C'est... Donc si pour un prof, ses seules heures, c'est celles où il est devant ses élèves, c'est vraiment oublier tout ce qu'il y a autour, que ce soit en réunion d'équipe, en préparation, etc. Donc il y a une vision publique sur le boulot des personnes qui sont sur le terrain dans l'éducation nationale, soit les profs, les pions, les surveillants, c'est quand même plus sympa. Moi j'aime bien le mot pion, mais tout le monde n'aime pas le mot pion. Puis je trouve que le pion est une très très grande pièce dans le jeu d'échecs, très importante, donc du coup pour moi c'est important. Ou les AESH qui est totalement fausse en fait, où on oublie la moitié de leur mission et la moitié des choses qu'ils font par... Alors, je sais pas si c'est par vocation ou si c'est parce que faut le faire et c'est moi qui suis là, donc je vais le faire en fait. Ce que tu disais par rapport à aider les élèves le soir entre 2 gamins qui courent tout nus, il y a le côté de ok, mais en fait l'élève il a besoin d'aide, il est devant toi et c'est toi qui es là, donc c'est toi qui vas le faire, et ça c'est quelque chose qui est totalement oublié. Les profs qui restent 1-2 heures de plus tous les soirs pour aller prendre le temps de discuter avec un élève, prendre le temps de discuter avec des parents à la porte, prendre le temps de prendre des rendez-vous, réfléchir à comment est-ce qu'il va faire passer le message qui n'est pas passé aujourd'hui à tel élève, etc. Tout ça, c'est invisibilisé en fait volontairement, et je trouve ça vraiment dommage. Voire même ils font des généralités de certains abus qui existent quasiment pas. Hein. Ouais. Moi je sais que j'avais entendu des trucs qui disaient non mais il y a certains profs qui travaillent juste leurs heures et en fait qui font des copier-coller chaque année de leur programme et de ce qu'ils font et qui viennent avec des post-it en cours. Mais en fait il doit y avoir même pas 1% de profs qui font ça quoi. Ouais. Enfin, j'espère, je pense pas. En tout cas dans tous les collègues que j'avais quand j'étais surveillant, ça arrivait pas. Non mais c'est ça, et puis c'est vraiment, mais on est sur le même côté en politique sur plein de points, c'est-à-dire qu'on va aller prendre la minorité, le témoignage isolé qui nous intéresse, et on va en faire un gros sujet pour aller valider nos actions. C'est ça. Généraliser, c'est clair. C'est ça. Du coup, oui, non, c'est très très problématique. Moi, l'école, c'est vrai que j'ai pas très bien vécu personnellement. Déjà, j'ai été pas mal en décrochage parce que quand j'étais, je pense en CE1 ou CE2, moi j'ai été hospitalisé toutes les semaines. Et en fait, ma moyenne est passée de 16 à 11, elle est jamais remontée. Et ça a été un calvaire parce que derrière, c'était... j'avais pas de bonnes notes, donc j'étais privé de ça. Si je voulais avoir telle chose, il fallait que j'ai des meilleures notes et j'y arrivais pas, et donc voilà. Et puis je trouvais que le temps libre, c'était vachement bien aussi pour le truc. J'ai quasiment jamais fait mes devoirs de ma vie. Ou alors je les faisais en cours à 6h du matin, devant la porte, bref, ce genre de choses. Mais, et puis j'ai eu la chance aussi, mes parents ont toujours eu des Macs à la maison. Et alors à l'époque c'était tout pourri aussi, c'était pas les ordi aujourd'hui, même personne connaissait quoi, c'était un peu le truc. Et
L'inconvénient, c'est que dès que mes potes disaient ouais, on va jouer à tel jeu sur PC, tu viens, je sais bah non. Non, sur Mac. Je vais faire le traitement de texte, moi. Mais du coup, ça m'a permis de développer plein de choses créatives et tout. Et en fait, ce que j'ai fait à côté de l'école, ça a toujours été de créer plein de choses, créer des univers. On a parlé en off tout à l'heure, mais je fais beaucoup de forums RPG, belle époque où tu crées les choses, et tu crées ta communauté, etc. Et moi, ça avait beaucoup plus de sens, ça, que ce que je faisais à l'école. C'était beaucoup plus concret. Et les seules fois où j'arrivais à suivre vraiment l'école, c'est quand je pouvais avoir une application directe de ce que je voyais à l'école dans ce que je faisais à côté, quoi. Et c'est les moments où l'école s'est bien passée. Mais sinon, ouais, c'était très compliqué à tous les niveaux là-dessus, quoi. Mais ouais, c'était un peu galère, quoi. Ça va me faire rebondir sur le fait que du coup, nous, on a commencé en école démocratique et maintenant, on préfère le terme de holistique. Holistique étant le fait de prendre un individu dans son entier, ou un système dans son entier, mais pour le coup, là, c'est l'individu dans son entier. Donc, du coup, aussi bien les apprentissages scolaires que l'esprit critique, les émotions, la gestion des émotions, les envies, les besoins, tout ça. Et du coup, on va vraiment prendre chaque élève dans son entier et l'accompagner dans son entier. On reste une école, donc on reste sur le côté instruction, aussi éducation, parce que même si c'est pas le rôle forcément de l'éducation nationale d'éduquer, mais d'instruire, comme ils le disent partout, on ne va pas revenir. Forcément, nous, on passe en moyenne entre 25-30 heures par semaine avec eux, ce qui est quand même une grosse majorité du temps actif d'un enfant ou d'un ado. Donc forcément, on a un rôle éducatif. Comme n'importe quelle personne qui va croiser dans le tram et qui va lui faire une remarque, enfin, toutes les personnes autour d'un enfant ou d'un jeune, même d'un adulte, ont un rôle éducatif, puisqu'on va vraiment prendre de tout le monde, on va se nourrir tout le temps, on ne se nourrit pas que de 8h à 17h le soir. Et du coup, on est vraiment passé sur du holistique dans le concept de se dire qu'un enfant ne peut pas aller apprendre des maths si, déjà, il ne va pas bien, s'il n'est pas droit dans ses bottes, et s'il n'en voit pas l'intérêt. Donc, il va aller remettre l'intérêt au centre des apprentissages. Trop bien. Voilà. Et alors, du coup, donc, pour en revenir à la question d'avant, du coup, c'était toi, sur comment tu allais chercher un peu les infos sur qu'est-ce qui marche pas, et comment tu les as testés après Alors du coup, ça commence par là, au moment où je suis enceinte la première fois, entre le moment où je suis enceinte la première fois et le moment où je rentre dans l'éducation nationale, donc c'est à peu près 2 ans et demi, où je vais aller me poser énormément de questions. Le matin, mon compagnon part et la réflexion en est à... Non mais quand notre enfant il aura 2 mois et demi, il sort de la chambre, c'est bon, pas trop d'accroche, faut pas non plus être trop. Et le soir quand il rentre, je lui dis écoute, si l'enfant il sort de sa chambre vers 2 ans et demi, 3 ans en fait, c'est quand il sera prêt. Et là il me regarde, il me fait ok, je vois que toi t'as fait du chemin dans la journée, mais moi j'ai bossé et j'ai pas eu le temps de faire ton chemin, et du coup aller expliquer. Donc c'est plein d'apprentissage autodidacte sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce que c'est que la psychologie, qu'est-ce que c'est que le développement, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que on fait ces choix, sur quoi est-ce qu'ils sont basés. Donc aller se questionner sur l'éducation que j'ai vécue, l'éducation que je pense vouloir donner, mes objectifs, aller chercher à faire coïncider mes objectifs avec l'éducation que je vais finalement donner. Et donc plein de réflexions là-dessus qui vont amener à plein de réflexions autour de l'éducation d'un enfant et d'un être humain au sens large. Et du coup, aller regarder plein de pédagogies, plein de personnes, Maria Montessori, Filiosa, que ce soit au sein de l'éducation ou en dehors, que ce soit dans la psychologie, que ce soit des façons de faire différentes, que ce soit dans les pays nordiques, que ce soit des écoles qui sortent du lot, aller voir pourquoi et qu'est-ce qu'ils font, et comment est-ce qu'ils donnent du sens, et quel est leur objectif, en fait. Et du coup, on en arrive à une question qui n'est pas le comment je vais faire pour transmettre, mais pourquoi, en fait, je veux transmettre quelque chose à un enfant. Et du coup, c'est pas du tout la même vision, puisqu'on part pas du tout de la même question. Au lieu de moi me poser la question que je me posais au sein de l'éducation nationale de comment je vais transmettre le programme que je dois transmettre cette année à mes élèves, il y a le pourquoi je veux transmettre cette compétence à mes élèves. Et du coup, on rentre vraiment par une autre porte, c'est-à-dire que pour amener des apprentissages au sein de l'école, on rentre par la porte de « Ok, voilà à quoi ça va te servir, voilà pourquoi je veux te l'apporter à toi, voilà pourquoi je veux te l'apporter maintenant aussi, parce que est-ce que j'ai besoin de l'apporter Pythagore maintenant absolument, ou est-ce que ça peut attendre un an ? À quoi ça va lui servir ?
Et du coup, il y a toute cette réflexion qui se met en place autour de l'éducation, de ce que je veux faire vivre à mes filles, parce que c'est très très personnel à la base. C'est pas que de l'altruisme, il y a aussi de l'égoïsme, parce que c'est quelque chose qui me parle. Donc voilà. Et du coup, ça évolue comme ça, petit à petit. Et on en arrive au moment où je suis professeure dans l'éducation nationale et où je vois certains élèves qui sont sur le bord de la route, que je n'ai pas le temps, les moyens de récupérer, parce que malgré tout le temps que je mets dans la préparation de mes cours, à essayer d'avoir plusieurs niveaux pour pouvoir accompagner tout le monde, etc., y a des choses que j'ai pas forcément la confiance des parents qui vont aller m'expliquer ce qui se passe à la maison pour que je puisse, moi, pallier en face. J'ai pas forcément le temps d'avoir cette discussion avec les parents. C'est pas forcément une relation qui est établie entre les parents et les enseignants. On a plutôt souvent une relation où les parents estiment que l'enseignant a raison. Sauf que vu que l'enseignant ne sait pas tout, c'est difficile d'agir sur l'enfant. Et où on n'a pas forcément une relation à l'horizontale où on peut faire de la coéducation. C'est-à-dire fonctionner ensemble en disant moi j'ai remarqué ça à l'école, comment est-ce que vous remarquez à la maison, on a essayé de mettre ça en place, comment ça fonctionne, est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc il y a toutes ces choses qui commencent à bloquer. Et puis il y a le moment où j'en peux plus en fait d'avoir des élèves sur le bord de la route. Et où en prime, ma fille rentre en petite section et au bout d'une semaine se met à hurler sur ses doudous, au bout de 2 semaines a mal au ventre et pleure, et au bout de 3 semaines ne peut plus mettre les pieds en petite section de maternelle. Ouais. Donc moi étant dans l'éducation nationale, je sors ma fille de l'éducation nationale. Ce qui pour moi à ce moment-là est quand même quelque chose d'assez fort. Et en fait, je me rends compte en discutant qu'en fait on est énormément au sein de l'éducation nationale à avoir nos enfants qui sont dans du privé sous contrat ou du hors contrat. Donc je me rassène un peu là-dessus. Donc je sors ma fille de l'éducation nationale et je la mets dans une école à l'époque démocratique, parce que c'est ce qui me semble le plus approprié. Je tombe sur une école démocratique qui a le pendant négatif de cette pédagogie, et qui du coup est dans l'adultisme, c'est-à-dire n'a pas du tout pris en compte toute la psychologie du développement, la physiologie du développement d'un être humain, et estime qu'un enfant de 3 ans est aussi responsable qu'un adulte de 30. Donc c'est à l'enfant de 3 ans de ne pas aller regarder les grands jouer à Call of Duty. Voilà, ce genre de choses, et là je me dis ok, non, il y a un problème, donc je discute énormément avec cette équipe, et je me rends compte qu'eux ont monté cette école pour changer la société, mais pas pour les enfants. Sauf que, ok, mais leur public c'est des enfants, du coup il faut quand même connaître ce que c'est qu'un enfant. Et du coup je me dis que en fait c'est pas possible, que j'ai pas sur Lyon ce qui correspond. J'ai soit des écoles Montessori où je pourrais les mettre, mais c'est 6 000, 7 000, 8 000 euros l'année et j'ai pas les moyens. Soit sinon c'est du privé sous contrat qui est souvent catholique ou avec des versions élitistes, où il y a des rendus qui en fait pourraient continuer dans les problématiques de ma fille, ou ne répondraient pas aux problématiques en fait, que je vois sur mes élèves non plus. Et du coup, je me dis, en fait, il n'y a pas ce que je veux, il n'y a pas ce que je ressens le besoin qui est. Et du coup, là, il y a un gros cri du cœur, une grosse urgence. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire comme moi pour monter une école. Et du coup, je monte une école en 10 mois. Et c'est pas une bonne idée. Ce qui est très court. C'est trop court, il ne faut pas faire ça. Mais bon, ça marche. Je monte une école en 10 mois, j'y rapatrie ma fille. Ouais. Parce que ça fait partie de mes urgences et de mon égoïsme personnel de maman. Et du coup, on l'ouvre à d'autres personnes. On commence à 8 élèves. Au bout de la première année, on est à 21 et on va être complet au bout de 3 ans. Okay. Sans faire de com plus que ça, en fait. Après, c'est du bouche à oreille. On se rend compte qu'on est recommandé par des psychologues d'enfants. On est recommandé par des professeurs qui se posent des questions en disant « Non, mais là, votre enfant, ça va pas. Allez voir plutôt cette école, etc. » Et dans les piliers, parce que pour moi, l'éducation doit être accessible à tous, c'est premier arrivé, premier servi, et les tarifs sont sociaux. Il n'y a pas de place limitée. Okay. C'est-à-dire que, du coup, alors financièrement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, les tarifs sont sociaux, c'est-à-dire... Ça va de 1 050 à 8 500 euros l'année en fonction des revenus des familles. D'accord, ok. Et si on a 6 personnes d'affilée qui arrivent et qui ne vont payer que 1 050, on les prend les 6. Ouais, ce qui est très dur, en fait, parce que l'éducation, en France, on dit qu'elle est gratuite, ce qui n'est pas... tout à fait le cas, mais ce qui n'est pas vrai. Voilà, ça c'est financé de manière, mais c'est très cher en fait l'éducation parce qu'il y a énormément de coûts derrière, que ce soit le personnel, les locaux, enfin beaucoup de choses quoi. La moyenne de l'éducation nationale dans les dernières années, on est à 7 600 ou 7 800 par année par élève en moyenne, sachant qu'on va aller de 5 500 à du 12 000 et quelques suivant les filières, les âges, etc. C'est vrai que quand on voit les écoles privées qui sont assez cool là, souvent on a des hauts le cœur. La première fois que j'ai vu ça, moi j'ai toujours fait dans le public,
Et quand je commençais à regarder pour les études supérieures, tu vois des écoles à 8 000 euros, à 12 000 euros. Ouais, c'est ça. Et t'es dans ces tranches-là. Et en fait, c'est les prix en fait, de l'éducation. C'est juste que là, c'est privé, donc forcément, ils financent. Ouais, c'est le vrai coût, quoi. Voilà. Et du coup, moi, j'ai le besoin de... Je me rends bien compte, parce que moi, je suis juste prof. Donc, je suis à 1 600 € net par mois. Par an. Par an, par mois. Compliqué. Oui, non, ok, j'ai un peu exagéré, je reconnais, c'était pas si peu que ça. Je suis à 1 600 € par mois, et mettre 600 € dans l'éducation de ma fille tous les mois, c'est pas jouable, je peux pas. Donc, il y a ce côté où, une fois que les réponses qui sont dans l'éducation nationale sont épuisées, ou qu'il n'y a pas de place, ou qu'il n'y a pas la bonne réponse, parce qu'on ne peut pas tout développer au sein d'un énorme paquebot comme l'éducation nationale, qui est là pour prendre le soin du maximum de gens, mais pas de chaque spécificité. Et si peut se comprendre aussi, parce que c'est quand même une mission qui est difficile. Mais on est totalement d'accord, c'est une mission qui est très très compliquée, et l'idée, moi, de monter cette école, c'est pas de me mettre en opposition à l'éducation nationale, c'est de me dire, ok, là, actuellement, il y a quelque chose qui n'est pas pris en charge, il faut le prendre en charge, donc je sors et je le prends en charge, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait... il y a beaucoup de diversité en enfance, il faut de la diversité dans la façon d'éduquer, parce qu'on a tous des façons d'apprendre un peu différentes. T'en as pour qui l'école ça va aller plutôt bien, et puis d'autres où il y a besoin justement d'une autre façon, d'une alternative, d'une possibilité de l'alternative. Oui, mais il faut voir que l'éducation nationale, ça convient à peu près 70% de la population, et c'est un service public, donc quelque part c'est bien, c'est déjà un très beau ratio dans ce qu'on essaye de faire. Du coup, voilà, il y a cette urgence, et il y a cette urgence avec en prime le fait que, je suis consciente que les problèmes, ça attend pas que les parents soient riches, à millions, qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes et dont les parents peuvent pas leur payer une école à 8 000 € par an, comme moi je peux pas à ce moment-là. Je peux toujours pas d'ailleurs, faut pas se leurrer non plus, je suis pas devenue, voilà. Je peux pas, et du coup, un des piliers, c'est premier arrivé, premier servi, et toujours tarif social. Pas de limite dans le tarif social, puisque les quelques écoles hors contrat, alternatives, etc., qui font du tarif social ont un nombre de personnes. Donc il y a 2 personnes au RSA sur la centaine, il y a 3 personnes qui touchent entre 1005 et 2000, puis après il y a 4 personnes, puis après les autres ils doivent payer plein pot. Ouais. Voilà. Donc du coup, sur une scolarité qui nous coûte à peu près en moyenne, il faut 5 500 € au sein de l'école Horizon pour une scolarité, on va avoir des personnes qui vont payer 1 050 et on va avoir des personnes qui vont payer 8 500. Par exemple, cette année, la moyenne des scolarités, une fois que je prends toutes les scolarités, on est à 2 700. Donc il manque des sous, donc on va aller les chercher. Mais voilà, c'est vraiment... Et donc ça fait partie des piliers, c'était vraiment trouver une solution pour ces jeunes qui n'en ont pas et qu'elle soit accessible. Okay. Parce que pour moi, c'est une des grandes vertus de l'éducation nationale, c'est qu'elle est accessible à tous, quels que soient les moyens. Et c'était vraiment important que ceux qui n'ont pas de solution puissent avoir une solution qui soit au maximum accessible à tous. Alors, je reviendrai et je vous offrirai le champagne le jour où l'école sera gratuite aussi à Horizon, ou peut-être on aura réussi à récupérer du budget des impôts et du coup elle sera aussi gratuite que l'éducation nationale. Mais voilà, c'est vraiment hyper important en fait que tous ces jeunes puissent avoir une solution et pas rester sur le bord et voilà. C'est clair. Ok, on pourrait en parler des heures et des heures, j'ai encore plein de questions. Mais en tout cas, c'est hyper chouette ce parcours-là. J'aimerais qu'on parle un peu du roleplay. Ah ouais. Ça va être pas mal, je pense. Mais c'était cool, je trouve, de faire cette bonne parenthèse. Et encore, je suis frustré, j'ai encore plein de questions que j'ai envie de évidemment. Poser, mais voilà. Une autre fois. Avec plaisir, avec plaisir. Et peut-être que on te reconnaîtra dans la rue comme Florian, du coup après ça va être compliqué. Voilà, une grosse moustache aussi. Tu me prêteras ta moustache. Merci beaucoup. Parfait. Alors oui, parlons roleplay. Donc, alors je sais pas trop comment l'introduire du coup, mais parce qu'en fait du coup comment c'est venu aussi cette idée d'ajouter du roleplay, quelle forme ça prend, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis dès le début en place? Alors, moi, le jeu de rôle, c'est une composante chez moi qui est un peu tous les jours à la maison. Du coup, ça devient une sorte de seconde nature qu'on a tout de suite mis en place avec nos filles, mais je pense qu'elles n'avaient même pas 3 ans qu'elles faisaient déjà du jeu de rôle, mais même avec des choses toutes simples, des systèmes tout simples qu'on a inventés avec... t'as le vert, ça te permet de faire de la magie, le rouge, ça te permet de taper. Ouais, on va mettre juste ça, et puis après, on mettait une histoire. Et d'ailleurs, mes filles sont très très douées pour détourner tous les scénars. Dans la dernière fois, Sylvain leur a mis des zombies. Et du coup, ma plus jeune a fait repousser le cerveau des zombies et ma plus grande a lancé un sort d'amitié.
Parce que quand elle a voulu lancer le sort d'amitié, ça marchait pas sur les personnes qui n'avaient pas de cerveau. Du coup, ma plus jeune a fait ça. Voilà. Bah, parfait. Elle trouve toujours des solutions. Voilà, c'est parfait. Avec un zombie qui a repoussé son cerveau. Voilà, qui a repoussé son cerveau. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément avec mes filles et sur lequel j'ai trouvé la capacité de prendre une grosse distance sur des problématiques qu'elles peuvent avoir tous les jours, des prises de tête, etc. Et qu'on va pouvoir ramener dans le jeu de rôle où elles vont... C'est pas elles. C'est pas des personnages qu'elles connaissent, c'est des PNJ et c'est leurs personnages, donc c'est vraiment leur avatar, et ça fait une distanciation entre elles, leurs émotions et leur avatar. Et c'est des PNJ dans le monde qu'ils le vivent, et du coup il va y avoir beaucoup plus de recul, donc beaucoup plus de réflexion, de rationalité, de prise de décision. Donc ça c'est déjà quelque chose que moi j'utilise vraiment dans mon quotidien avec mes enfants. Donc ça s'est un peu amené naturellement au sein de l'école Horizon. Déjà, c'est très rigolo. Ouais, voilà. Ça permet de vivre des choses. Les gamins, ils peuvent voler, ils peuvent faire de la magie. D'un seul coup, ils sont des elfes. Ils adorent ça. Donc, c'est très, très cool. Et du coup, avec un tout petit effectif, c'est rigolo d'amener ça. Donc, avec Golden Sky Stories ou Trouilleville ou n'importe quel jeu ou même juste... allez, tu veux être quoi ? Tu veux être ça ? Ok, tu veux être ça ? Ok, on va faire un tout petit système et puis on va jouer, en fait. Ça s'imbrique comment? Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est quoi un peu une journée type dans l'école? Est-ce qu'il y a des créneaux jeux de rôle? Est-ce que c'est un peu tout le long en fonction des matières? Comment ça se passe un peu? Alors, actuellement, il y a des créneaux jeux de rôle l'après-midi. Ouais. Donc, qui vont se faire, où ils vont pouvoir aller continuer leur partie ou commencer leur partie. Et ils jouent tous dans le même univers. Ils ont une grande carte avec un univers qu'on a créé, où du coup ils développent leur univers, où les grands peuvent aller débloquer des familiers que les petits vont élever, où il y a un zoo, où il y a plein de choses, et du coup on a développé vraiment quelque chose qui permet à tout le monde de s'impliquer. Les petits sont les seuls à pouvoir débloquer certains endroits où les grands peuvent aller combattre contre des boss et améliorer leur technique, etc. Ils ont e-level plus élevé. Donc... c'est ça. Et ça va amener beaucoup d'entraide. Voilà. Et pour faire évoluer son personnage, c'est pas pendant les campagnes, on gagne pas d'XP à la campagne, c'est en faisant des apprentissages scolaires. Et du coup, pourquoi je fais cet apprentissage scolaire ? Pour développer mon elfe, pour développer mon gobelin, pour développer mon alchimiste, pour machin. C'est trop bien. Et du coup, en fait, on reprend un truc où les élèves se dissocient, enfin prennent du recul, n'apprennent plus parce que c'est obligatoire, n'apprennent plus parce qu'il y a le brevet à la fin. Ils vont aller apprendre parce que là, ils ont envie d'apprendre. Et parce que, tiens, sur cette page du cahier de gamification qui est spécifique en maths, j'aimerais bien atteindre l'arme qui est là-bas, et du coup, je vais aller faire des maths. C'est trop cool. Donc c'est vraiment un système très imbriqué dans l'école en fait. C'est extrêmement très central en fait. Oui, c'est très central dans l'école. C'est pas juste une activité comme pour avoir le club JDR. Oui, c'est pas extrascolaire quoi au final. Non, c'est au sein de l'école. Et après, en fait, ça va nous permettre d'aller sur tout ce qui va être les motivations personnelles. Donc, c'est ce qu'on appelle... Enfin, il y a un outil qui s'appelle l'Octalysis et qui a réuni 8 motivations qui sont externes ou internes à la personne. Et nous, ça va nous permettre d'aller chercher quelles sont leurs motivations pour après leur permettre de le transférer dans leur vie aussi, parce que le jeu de rôle ne sera pas là toute leur vie. Enfin, peut-être que oui, mais pas forcément pour leur dire là, si tu vas travailler, tu vas pouvoir augmenter ton elfe. Ça marche pas forcément comme ça. Du coup, c'est vraiment de leur permettre aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc de les considérer en entier, donc de leur permettre de se connaître. Quand j'ai monté l'école, une de mes réflexions, j'ai été regarder un peu ce que disaient les scientifiques sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, etc. Et ils disaient, il y a 40% des métiers, on ne sait pas ce que ce sera. Ouais. Y a tout le changement climatique, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, mes petits bouts de 5 ans, quand ils auront 20 ans, quel sera le monde ? Quels seront les métiers qu'ils auront à faire ? Quelles seront les connaissances dont ils auront besoin ? C'est hyper dur. Moi, c'était une grosse frustration d'ailleurs quand j'ai commencé mon bac professionnel où on commençait, je crois que j'ai commencé, c'était en 2010, quelque chose comme ça. Ouais. Bah en fait, sur la période 2010 à 2020, le monde a changé comme jamais quoi. Totalement. Il y a plein de métiers qui n'existaient pas. Je me rappelle que j'étais frustré parce qu'on n'a jamais parlé une seule fois de e-commerce alors que c'était un bac pro commerce. Donc pour moi, ça avait du sens qu'on en parle. Aujourd'hui, ils n'en parlent toujours pas. C'est fou quoi. Ah ouais, non mais c'était ça. Et du coup, en fait, moi, mon leitmotiv vraiment dans cette école, c'est
j'ai quasiment la certitude, à minima, que l'outil dont ils doivent savoir se servir le mieux, c'est eux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, parce que après le reste du monde autour, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer? À partir du moment où tu es capable d'intégrer que tu peux apprendre des choses, que c'est pas juste à l'école que tu apprends des choses, et que tu es capable d'aller te dire ok, j'ai envie de faire ça, bah il faut juste que j'apprenne la compétence pour le faire, et d'être dans cette mentalité de toujours aller apprendre et aller chercher. En fait, ça change totalement ta façon de procéder, parce que tu dépends plus de quelqu'un d'autre pour te dire t'as le droit de faire ça ou non. Tu dépends juste de toi, ta volonté, et après c'est aller trouver les ressources, mais ça aussi ça s'apprend. Du coup, c'est vraiment ce qu'on va faire avec eux. On va leur apprendre à apprendre. Du coup, on a des élèves qui vont apprendre seuls dans leur coin avec leurs bouquins d'histoire géo de 6e ou leurs bouquins de maths de CM2, peu importe, ou les spécificités, les spécialités en terminale, etc. On en a qui vont le faire tout seul dans leur coin, on en a qui vont aller voir un autre élève pour lui demander de l'aide, on en a qui vont demander à ce qu'on fasse un cours. Moi j'ai envie d'apprendre la multiplication, mais est-ce que je peux avoir un cours? Est-ce que tu peux me l'enseigner? J'ai envie que tu me l'enseignes. Alors ça se passe comment du coup, parce que quelqu'un te demande un cours, tu proposes après à tout le monde pour voir qui est partant. C'est ça, en fait on a une demande de cours, alors nous on fonctionne à la période à peu près, ou des fois on fait des cours vraiment spontanés parce que là il y a une demande, ils sont 2-3, on est dispo, on va faire le cours maintenant, enfin on va enseigner maintenant, ou sinon on va prendre les demandes. Et la période suivante, on va proposer, bon bah voilà, j'ai eu des demandes sur les maths, sur la multiplication, Pythagore, Thalès, je vous propose de faire une fois par semaine, pendant cette semaine, souvent c'est une période, des cours de maths, et je vais aborder ces points-là, et puis on pourra même voir avec vous s'il y a d'autres points que vous voulez aborder. Et là, les élèves s'inscrivent. Ok, c'est bon. Voilà. Donc du coup, en cherchant vraiment tout ça, le jeu de rôle est apparu comme une réponse, mais à des tonnes de choses en fait. Quand ils ont plus d'estime de soi, le fait que leur avatar sauve le monde, c'est parfait. Ouais. C'est vraiment génial. Parce qu'en fait, il y a vraiment le côté catharsis, le côté c'est l'endroit où je peux être ce que je veux en fait. Et du coup, il y a plein de blocages qui sont liés à des cicatrices, des blessures, des interjections qu'ils ont pris de la société, de tu dois pas faire, tu dois pas montrer, tu dois pas machin, qu'ils oublient à ce moment-là, en fait, ils prennent vraiment une grande distance avec ça, et leur personnage va être vraiment eux sans entrave, quoi. Eux sans entrave, avec des oreilles pointues en plus souvent, des ailes et tout, c'est trop génial. Mais du coup, il y a vraiment ce côté-là qui est colossal et qui amène plein de choses. On peut gérer, moi j'ai géré des problématiques de fuite et de rupture de communication avec certains ados, dans leur relation avec d'autres personnes, que ce soit leurs parents, d'autres élèves de l'école, des adultes, etc., en leur mettant un objet magique de Donjons et Dragons. Ah, t'as chopé une montre? Vas-y, fais un jet de dés. Ah, montre de la vertu, ouais, tu la passes à ton poignet. Ah, tu fuis, fais gaffe, ça te brûle le poignet. Ah, je vais rester. Ok, on va trouver une autre solution du coup. Et en fait, en quelques périodes de jeu de rôle, ça s'applique inconsciemment à eux en fait. Sur, ok, mais j'ai vu que je pouvais faire une autre solution en fait. Et en fait, ils l'ont intégré sans du tout le prendre comme un devoir, avec beaucoup d'intérêt parce que ça avait fait évoluer leur personnage, qui est quelque chose qui leur tient à cœur. C'est une possession, c'est eux, c'est leur création, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, le fait d'avoir réfléchi pendant les parties de jeu de rôle à d'autres solutions, ils ont créé les chemins dans leur cerveau, et du coup, après, eux, en tant qu'êtres humains, devant cette situation, les chemins existent d'autres solutions, donc ils vont aller les chercher. Et du coup, ça va permettre d'évoluer sur ce point-là. Ça va permettre de se dire, ok, là, les maths, ça me saoule, mais... ouais, en fait, je veux vraiment cette arme-là, en fait. Donc, du coup, je vais aller chercher, et je vais aller voir avec un tel pour qu'il m'aide, et on va avoir une coopération géniale qui se met en place, où, non, mais vraiment, il faudrait que j'arrive à débloquer la division, tu veux pas m'aider, etc., et que ce soit vers les adultes ou vers d'autres élèves. Et il y a le côté de, ouais, en fait, si lui, il débloque telle arme, il va pouvoir nous aider dans tel combat, et on en a besoin, parce qu'on aimerait vraiment battre le dernier temps qu'on a fait pour le boss, donc on voudrait faire mieux, il faudrait vraiment qu'il ait telle arme, vas-y, on se met autour de lui, on l'aide à faire ses divisions, et à ce qu'il comprenne le truc, quoi. Trop bien. Et du coup, comment ça a été perçu par les élèves, par les jeunes? Est-ce qu'ils se sont tous dit, ah, il faut que... Enfin, les premiers qui ont fait le JDR, est-ce qu'ils ont dit aux autres, ah, il faudrait que t'en fasses et tout, c'est vraiment pratique et tout, c'est sympa et tout? Ok, ça s'est un peu propagé. On n'impose pas la gamification. Ouais, ça, tout le monde participe pas forcément au JDR, c'est une partie qui... Voilà, tout le monde vient s'il le souhaite, c'est pas du tout imposé. Bon, il se trouve que tout le monde a envie d'y aller.
et que maintenant c'est un peu la cohébouille, parce que quand il y en a 6 qui jouent et qu'on a 52 élèves, voilà. Donc, mais c'est le gros avantage d'avoir une campagne qui est partagée, c'est que du coup ils peuvent jouer à 6 une fois, à 6 l'autre fois, etc. La campagne avance pour tout le monde. Et du coup, par contre, ça te demande de maîtriser des parties où ton scénario il est fini à la fin de la partie. Tu peux pas, comme dans la sphère privée où tu dis bon, alors là on a un scénario de 3 heures, au bout de 3 heures on a fait 1 heure du scénario, bon, on se revoit la semaine prochaine. Là non, parce qu'en fait la semaine prochaine ce sera d'autres élèves. Donc ça demande d'avoir une certaine maîtrise du temps, etc. et de bien regarder ce qu'on fait. Est-ce que tu sais qui est MJ du coup Alors, moi je peux être MJ et c'est Vendry souvent qui est MJ. Ok. Je sais pas si vous le connaissez, Vendry. Non. Donc Vendry Turle, il a fait du fait d'être MJ son métier. Ah ouais, ok, trop bien. Voilà, donc je vous le présenterai, ça peut être intéressant. Ah ouais, si tu veux venir en podcast, je suis bien vu. Voilà. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur la gamification avec lui. Il est arrivé à l'école Horizon il y a 4 ans maintenant, je crois, en tant que service civique. Et moi, j'utilisais déjà le jeu de rôle, mais vraiment dans des côtés beaucoup plus dans la façon d'être humain et dans le fait de passer un bon moment, mais dans la façon de faire évoluer l'être humain et d'aller chercher justement des solutions qu'ils n'arrivaient pas à trouver dans des situations. Et on l'a fait avancer sur les apprentissages scolaires, trouver comment leur amener du sens quand ils n'en trouvaient plus, etc. Tout le temps. Est-ce que du coup, tu as quand même eu des élèves qui se sont dit ça a l'air vachement marrant de masteriser une partie. Est-ce qu'il y a eu certains qui ont masterisé du coup des parties ou pas encore Ouais, alors peut-être des plus grands du coup qui masterisent pour les plus jeunes. Ouais, on a des grands qui masterisent pour les plus jeunes, ça on en a peu, mais par contre on a beaucoup de grands qui ont créé des tables en dehors de l'école. Ah ok. Ah oui, D'accord. Ouais, ça on participe beaucoup à la propagation du jeu de rôle en dehors de l'école. C'est bien ça. C'est important. Voilà. Non, c'est vraiment ça leur donne envie. Après, il y a un côté où ils ont vraiment envie de faire avancer le monde de l'école, et du coup prendre du temps pour des parties de jeux de rôle en dehors du monde de l'école, ça a moins de sens. D'accord. Donc autant ils jouent en dehors avec d'autres potes sur d'autres campagnes, autant quand ils sont à l'école, ils sont vraiment très investis dans leur monde. Et, voilà. Ok. Et comment c'est perçu par les parents? Parce que les jeunes, évidemment, moi je suis convaincu de tout ce que tu avances, que tu as vécu, et j'imagine que les jeunes, c'est très simple de les convaincre aussi, mais les parents, moi je vois typiquement mes parents à moi, bon je suis plus vieux, donc sans doute que les parents de tes élèves sont quand même plus jeunes, mais que mes parents à moi, je veux dire. Mais quand même, il y a peut-être une barrière, le jeu de rôle, c'est pas forcément simple à vendre, au-delà de toutes les vertus d'éducation que tu avances dans ton école et tout ça. Le jeu de rôle en point précis, est-ce que c'est un sujet ou pas avec les parents? Est-ce qu'ils acceptent tous? Est-ce que ils savent tous? Ça se trouve, ils s'en fichent et c'est pas forcément un sujet que tu abordes avec eux? Alors, on est très transparent sur ce qu'on fait dans l'école, donc les parents peuvent être au courant ou sont au courant en fonction s'ils participent aux réunions, s'ils lisent les comptes rendus, etc. S'ils regardent les publications, parce qu'on en parle aussi. C'est pas un sujet avec les parents, dans le sens où il n'y a pas d'opposition. Alors, dans les raisons que je vois, il y a une grande confiance dans ce qu'on fait. On a réussi à gagner une certaine légitimité dans ce qu'on fait, du coup ils ont pas mal confiance. Et ensuite, nous, on leur a expliqué le jeu de rôle avec, du coup, les raisons pour lesquelles on le faisait et ce que ça allait amener à leurs enfants, que ce soit sur le développement personnel ou la motivation dans les apprentissages, etc. Et du coup, ça répond aussi à certaines de leurs questions et certaines de leurs préoccupations. Puisque quand leur enfant, il n'arrive plus du tout à apprendre et que bientôt c'est le brevet ou le bac et puis il y aura l'orientation, etc., c'est très angoissant. Et quand leur enfant se remet à apprendre, parce que, en fait, la raison, ils s'en fichent, leur enfant se remet à apprendre. Oui. Voilà. Oui, mais il peut y avoir ce côté... après, j'imagine que quand on inscrit son enfant dans ce genre d'école, on est aussi ouvert à des alternatives. Oui et non. On va dire. Mais c'est le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose qui peut heurter certaines personnes. En mode, oui, d'accord, mais si c'est un endroit d'apprentissage, le jeu de rôle, c'est bien gentil de mettre des petites oreilles pointues et d'aller faire de la magie. Mais peut y avoir, c'est une réflexion que je me fais parce qu'effectivement, j'ai déjà été heurté à des gens qui, quand je leur parle de jeu de rôle, vraiment, c'est très fermé. Donc je me dis que dans tes élèves, j'imagine bien que non, mais encore que ça peut. Mais dans les parents, peut-être un peu plus, mais du coup, effectivement, tu as parfaitement répondu à ma question. Avec plaisir. Et, est-ce que tu as des conseils pour des gens qui
aimerait bien un peu essayer d'implémenter plus ça un peu dans l'éducation au rôle. Je sais pas, il y a des gens qui sont venus nous voir par rapport à ces sujets-là, ou ils viennent plus peut-être pour la pédagogie en entière aussi, j'imagine. Alors ils viennent plus me voir pour la pédagogie en entier, et ils viennent souvent nous voir parce qu'on se dit holistique, et ils se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Okay. Donc quand on commence à leur expliquer tout le travail que ça demande derrière, et donc c'est pas 24 heures par semaine, c'est 6 mois par an, c'est vraiment très intéressant de voir leur réaction en fait. Ouais. Et puis le fait de leur dire, mais en fait je peux pas vous donner un modèle. Oui, c'est ça, le truc c'est que tu peux pas faire deux écoles horizon, quoi. Non, tu peux pas faire deux écoles horizon. Ça vient de toi aussi en partie, et c'est difficile de répliquer ce modèle, j'imagine. Je pense que le modèle n'est pas réplicable si on rentre dans du dogme. C'est-à-dire si je me dis je vais refaire la même école horizon de l'autre côté, non, parce qu'en fait le modèle il tourne sur les personnes qui sont là en fait. Ouais, tu peux reprendre des principes et des grandes idées, des grands films, mais après c'est les personnes qui doivent le monter. C'est pour ça que c'est un sujet aussi difficile, je pense, l'éducation là-dessus, parce que ça dépend. On a tous eu des profs qui ont changé notre vie, des fois en très bien, des fois en très mal, mais on a tous eu des personnes à qui on pense là-dessus et qui ont eu un grand impact, et c'est pas quelque chose que tu peux répliquer facilement, quoi. C'est clair. C'est sûr. Mais là, ça fait partie de mes réflexions depuis 2 ans, parce que ça fait partie, les personnes qui me connaissent et qui suivent le projet, les partenaires, etc., me demandent souvent, ok, on le réplique comment en fait? Parce que ça marche, vous êtes plein, comment est-ce qu'on réplique? Et donc ça fait partie des grosses questions de qu'est-ce qu'il y a à mettre en place et comment. Et actuellement, on est vraiment sur le fait d'amener des impulsions et des notions. Après, il faut que les personnes des équipes s'en saisissent et avancent. En fait, ça demande énormément d'adultes qui sont dans la remise en question et le côté autodidacte. J'ai une solution, je vais aller chercher une réponse dans ce qu'il y a maintenant, je vais mettre à jour, etc. Et c'est tout l'intérêt de ce genre d'école, c'est qu'on est très agile en fait. On est une petite équipe avec peu de monde, et du coup on est très agile. Et c'est ce qui nous permet de répondre aux besoins que j'avais identifiés et pour lesquels j'ai créé cette école. On va pouvoir vraiment s'adapter et avoir un suivi individualisé pour chacun. Ok, trop bien. Sur le jeu de rôle, du coup, vous avez un système précis en fait par rapport à ça. Comment ça démarre? Est-ce que du coup n'importe quel élève peut rejoindre n'importe quand, créer son perso comme ça? Ça démarre par la création de perso. Okay. Ça démarre par la création de perso, donc ils prennent un temps. Là cette année, je crois qu'ils l'ont tous fait. Oui, ils ont fini avant les vacances. Ils ont tous pris un temps tête à tête avec Vendry et ils ont tous créé leur personnage avec une illustration, etc., de façon à ce que chacun, ça y est, a son avatar, etc. Et ensuite, ça va être vraiment de dire, bon, bah, ok, un tel, ils veulent jouer, ok, je fais ma liste, qu'est-ce que je peux leur proposer, où est-ce qu'on avance, où on est la campagne, on est passé depuis 2 ans, j'espère que c'est pas plus, sinon Vendry va je crois que c'est 2 ans, on est passé sur D&D, et on a du coup tous nos personnages sur D&D, sachant qu'après, on va pas forcément utiliser tout le temps le système D&D. Pour les petits, on utilise beaucoup plus du Golden Sky Stories en gameplay, parce que c'est beaucoup plus visible et compréhensible pour eux. Et ça marche très bien, le fait de dire « Ah, c'était trop bien, je te donne un dream, yeah !» Et du coup, ça, dans tout ce qui va être la relation, et justement l'apprentissage de la relation aux autres et de la sociabilité, quand on est pitchoun, c'est quelque chose de colossal. Et du coup, ça marche très très bien. On va avoir du Ryutama en gameplay, on va avoir plein d'autres, du Chronique oublié. Voilà, on va mixer. Mais on va garder une trame. Et du coup, donc il y a toute cette création de perso, et puis après, Vendry va lui refaire les fiches en fonction des âges et des compétences, s'ils sont lecteurs, non lecteurs, parce qu'on a des non-lecteurs qui jouent. Ah bah oui, ah bah oui. Et oui, on a des non-lecteurs qui jouent, donc ça va être de leur mettre tout sous forme de pictogrammes, qu'ils puissent comprendre leur perso sans avoir à lire. On va refaire toutes les feuilles de perso, et une fois que tout ça c'est fait, on va emmener jouer. Voilà. Avec chacun ses compétences, et des fois pas du multi-âge, parce que du coup ça nous permet d'avoir que des non-lecteurs autour de la table et de faire quelque chose de spécifique, des fois que des grands, des fois tout le monde. Là, ah oui, l'adaptation du coup en plus doit être un peu compliquée en termes de maître du jeu, quoi, du coup, parce que avoir deux systèmes différents presque en fait. 2, 3, des fois 4. Ouais, sur une même table, c'est particulier, quoi, mais c'est cool. C'est un bon challenge. C'est un challenge, c'est cool. Une des nécessités de base pour travailler dans une école comme Horizon, ça va être la capacité à s'adapter. Ouais. Et l'envie, en fait. T'es obligé d'avoir envie. Ouais, c'est sûr. Sinon, ça sert à rien d'être là. Voilà. Puis même, du coup, au final,
les petits qui jouent sur un système un peu différent doivent avoir envie peut-être de passer au système D&D qui paraît peut-être pour eux être un système de grands en fait. Ah bah, tout bêtement. Oui, en plus il y a des dés différents sur le système Bah ouais. des grands. C'est ça. Voilà. Eux ils ont des D20. Ils ont pas de dés les tout petits. C'est ça en plus, ouais. Ouais. Des fois ils ont des dés, mais ils ont des dés 6 avec les Mm. constellations, et puis du coup on travaille les maths en même temps, mais Hmm. on travaille les maths, l'anglais, l'histoire. C'est super cool en vrai. Cool. Mais il y a eu des choses de mise en place au sein de l'éducation nationale, puisqu'il y a tout l'organisme de formation de l'éducation nationale qui a mis en place de la formation au jeu de rôle pour des Ok. profs. Et par contre, là, c'est vraiment le côté de faire sur une séquence, par exemple, d'une matière ou sur quelque chose comme ça, de faire une séquence avec du jeu de rôle, et où du coup, là, il y a tout le côté de réussir à faire jouer 30 élèves en même temps. Ouais, bonne chance ça. Voilà. Allez, hein. Je me rappelle d'une expérience comme ça qu'avait fait un de mes profs d'histoire géo. Je dis plus son nom, je suis désolé. Et qui a du coup avait c'était un cours c'était les cours d'éducation civique, là on avait un ou deux par an. C'était presque anecdotique, mais c'était vraiment bien parce qu'il nous parlait de différents tribunaux. Et il avait fait un peu une scène où il y avait un accusé, un avocat, le juge et le procureur. Et du coup, chacun pouvait intervenir. Le problème, c'est qu'à la fin, sur 30 personnes, il y a 4-5 personnes qui ont participé, quoi. Parce qu'il y en avait qui étaient très à l'aise. Et du coup, les autres, on était là, ouais, je sais pas trop sur quoi rebondir, je sais pas trop improviser. Donc, on n'osait pas trop y aller. Et puis, c'est l'école, on a toujours peur qu'on se moque les uns les autres, voilà, ce genre de choses. Ouais. Mais ça m'avait beaucoup marqué et je trouvais l'expérience vraiment intéressante. Mais c'est vrai que ça doit pas être facile à faire pour faire participer tout le monde, quoi. Parce que là, c'est Non, c'est sûr. plein de questions qui se posent derrière, quoi. Ouais, ça demande de faire des équipes. Donc soit c'est plusieurs élèves qui jouent un personnage, soit c'est plusieurs équipes qui vont faire des missions différentes et qui à la fin vont tout remettre en commun. Il y a plein de possibilités, mais oui, ça demande encore du travail en plus des heures des profs. Pour terminer, on a mentionné que la mascotte avait un lore. Et j'ai pas envie de ne pas fermer cette parenthèse. Moi je pense qu'il faudrait la fermer, la parenthèse, et puis la réouvrir à un autre podcast, comme ça fera un petit teaser. Ouais, carrément. Je sais pas, j'ai un doute quand même, non Je te laisse choisir. Tu me laisses choisir. Bah écoute, avec le chauffage, on est bien ici, en plus il y a des chats, moi je veux bien revenir. Bon, parfait. Ça sera l'épisode Et bon, on le d'après, teasera pour une prochaine fois. Et écoute, merci beaucoup Fleur, c'était vraiment cool que tu nous parles de tout ça. On va avoir d'autres épisodes de toute façon enregistrés après sur d'autres sujets. Si les gens veulent te contacter pour te parler de ça, est-ce que c'est possible? Comment ils peuvent le faire? J'imagine que tu vas être quand même pas mal occupé, mais... Oui, mais c'est pas grave, faut me contacter. C'est juste, si jamais vous voyez que je réponds pas, faut me relancer. Du coup, bien sûr, ils peuvent me contacter, alors soit sur LinkedIn, où j'ai une page, soit par le mail de l'école, le site, il y a plein de façons, enfin ils n'hésitent pas. On vous mettra tous les liens en description de la vidéo de toute façon. Voilà. Ouais. Allez voir. On mettra tout. Trop bien. Merci. Merci. Avec plaisir.